Bonsoir à tous. Je vais évoquer un mot extrêmement connoté et extrêmement mal vu, qui est le terme arien, avec un Y. Et c'est un terme, évidemment, qui a eu un usage très courant, tout à fait naturel au XIXe siècle, mais qui, depuis 1945, et vous devinez sans doute pourquoi, mais j'y reviendrai, est très mal perçu. Alors, c'est un mot qu'on retrouve évidemment sous différentes formes dans toutes les langues d'Europe. Et évidemment, c'est un mot qui a une connotation historique très importante, très significative. Alors, déjà, un peu d'étymologie. Il y a ce qu'on appelle le peuple proto-indo-européen, les Indo-Européens, c'est-à-dire les ancêtres des Européens en grande partie, apparus probablement plus du côté de l'Europe de l'Est qu'ailleurs. Et donc, c'est un peuple avec sa religion et sa langue. Alors, il y a une religion ou une mythologie proto-indo-européenne, et puis il y a une langue proto-indo-européenne qui a eu ensuite des langues filles, que sont les langues celtiques, germaniques, slaves, etc. Alors, très rapidement, au XIXe siècle, la question qui s'est posée, c'est de savoir d'où venaient ces Indo-Européens. Quelles étaient leurs origines géographiques. Et implicitement, ça voulait dire que là où ils étaient le pays qui était le plus proche géographiquement de leur origine était celui qui gardait la sorte de pureté la plus authentique dans ce cadre-là. Alors, chaque nation s'est un peu revendiquée de cela. Il y a même une thèse assez amusante chez certains nationalistes slaves qui considèrent que les Germains ne seraient pas de vrais Indo-Européens, mais ce seraient des Finno-Ougriens qui auraient été Indo-Européanisés. Qu'en fait, les Finlandais, les peuples du Nord, c'était ça, les grands blonds, et que donc les Germains ne sont pas de vrais Indo-Européens. Et qu'en réalité, les Slaves seraient beaucoup plus proches des proto-Indo-Européens, notamment par la géographie, puisqu'ils sont plus près des Kourganes et de toute cette région de l'Est européen. Donc, ça serait dire, voyez, nous, les Slaves, nous sommes les vrais Ariens, et les Germains ne le sont pas. Bien entendu, les Germains ont opposé le même principe. Ce sont les thèses notamment de Cosina, considérant que le foyer des Indo-Européens, c'était l'Allemagne du Nord et le Danemark. Moralité, plus on s'éloigne de l'Allemagne, moins l'héritage indo-européen est fort. C'était une façon de dire que les Germains seraient restés prétendument les entre guillemets Ariens authentiques, les Nordiques auraient eu un type ethnique proche du type indo-européen originel, et que ceux qui s'éloignaient de ce standard étaient mélangés. En termes clairs, les Celtes et les Slaves étaient mélangés, les Latins encore davantage, sans parler évidemment des Indo-Iraniens qui, eux, objectivement, sont mêlés avec des populations antérieures assez distinctes, assez différentes des Européens. Bon. Alors, au départ, le mot arien est un synonyme strict d'Indo-Européen. Chaque penseur, chaque historien, spécialiste du XIXe siècle choisit tel ou tel terme. Les trois termes à la mode sont donc arien, indo-européen et indo-germain. Alors, indo-germain est un terme qui ne plaît pas à tous les spécialistes de là à l'époque parce qu'il n'y a pas de raison de valoriser particulièrement les Germains au sein des Européens en général. Il y a d'autres termes, ario-européens, etc., qui vont être introduits, mais globalement, indo-européen, qui est le terme aujourd'hui dominant au XXe, XXIe siècle, c'est le terme qui rappelle que les Indiens et les Européens ont une origine commune. Ça oublie les Iraniens d'ailleurs de l'équation. Et c'est un terme qui a été notamment adopté par les plus grands spécialistes, le linguiste allemand Franz Bopp, qui a créé la première grammaire comparée, et évidemment ensuite des gens, les historiens français par exemple, et d'autres. Pour le mot indo-germain, donc, c'est un mot qui a été quasiment réservé à l'usage des savants allemands. Quant au mot arien, il a été largement utilisé par la plupart des spécialistes. Petite seconde, je vous reprends tout de suite. Donc, concrètement, pause publicitaire finie, comment cette idée indo-européenne, d'ailleurs, est née? Comment ça a été analysé? Eh bien, c'est au XVIIIe siècle, mais il y avait déjà des intuitions. Bon, les Grecs et les Latins avaient constaté que leurs langues se ressemblaient, mais les Grecs avaient tendance à dire que les Latins étaient descendants des Grecs ou des choses comme ça. Ils bottaient en touche. C'est à partir du XVIIe siècle, un certain nombre de savants, par exemple le grand philosophe Leibniz et d'autres, se sont dit qu'il y avait peut-être une origine commune à toutes les langues d'Europe. Et donc, ils ont inventé ce qu'on appelle la théorie scythique, donc des Scythes, des peuples iraniens nomades d'Ukraine de l'Antiquité, en disant que c'était le scythique était la langue mère de toutes les langues d'Europe. De l'autre côté, un certain nombre de savants sont allés en Inde ou en Iran. Alors, il y a eu, dès le XVIe siècle, Filippo Sassetti, qui a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de mots en sanskrit qui ressemblaient à des mots en latin ou en grec. Et puis, deux savants, un français et un anglais, vont vraiment faire avancer les choses. Il
William Jones, qui va donc accéder au texte sacré de l'Inde hindoue, et qui va se rendre compte effectivement que le sanskrit, donc la langue sacrée de l'Inde, est quand même très proche, là encore, du grec, du latin et des langues d'Europe. Et puis un Français, Anquetil du Perron, qui lui va aussi en Inde, mais va accéder à un texte iranien, l'Avesta, le fameux texte qu'on prête à Zarathustra, et lui va se rendre compte que le vieux perse, que les langues iraniennes sont liées, là aussi, aux langues d'Europe et à l'Inde. Voilà comment ces deux savants, un britannique et un français, comprennent qu'il y a une origine commune aux Indo-Iraniens et aux Européens. Et ça laisse penser qu'il y a un peuple originel qui portait une langue qui s'est répandue. Alors, Stéphane Mallarmé, qui est un poète mais aussi un philologue, va introduire le terme de aryak, qui vient du sanskrit aryaka, qui est la forme adjectivale du mot arya, donc on l'a traduit en arien, qui veut dire noble, et qui se retrouve aussi dans la forme iranienne aïria, de même signification. Donc, ce qu'on sait à ce moment-là, c'est qu'il y a un mot proto-indo-iranien qui s'appelle Arias et qui est l'auto-ethnonyme, le nom que les Iraniens et les Indiens se donnent à eux-mêmes. Reste à savoir si ce nom concerne tous les Indo-Européens ou pas. Alors, il y a des rapprochements qui sont faits par rapport à des mots irlandais et autres, et au XIXe siècle, on estime qu'effectivement, les Indo-Européens devaient s'appeler originellement les Arios ou Ariens. Ce terme Arios est considéré comme proto-indo-européen, même par les spécialistes actuels. Alors, il y a des débats. Audry était partisan d'une étymologie faisant signifier Arios quelque chose comme compagnon ou membre du même clan. Mais pour d'autres, le lien avec la racine qu'on retrouve dans le grec Aristos, qui veut dire noble, meilleur, paraissait plus évident. C'est l'hypothèse que je retiens. Ainsi, le terme Arios voudrait dire plus ou moins quelque chose comme les nobles ou les braves. Le nom du dieu de la guerre, Arès, signifierait ainsi le brave et serait de même étymologie, ce qui a été déjà l'intuition d'un savant indien qui s'appelle Sri Aurobindo au XXe siècle, qui avait écrit un article qui s'appelait Arya its significance, donc Arya sa signification, où il fait ce rapprochement-là. Donc, c'est plus cohérent qu'un peuple s'appelle les nobles ou les braves que de se dire ceux du clan. Rappelons par exemple que les auto-ethnonymes peuvent être très généralistes. Les bantous, Mbantou, ça veut dire les hommes, par exemple, ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas bantous ne seraient pas des hommes, etc., etc. Il y a toujours des termes pour cliver. Donc dire les nobles ou les braves, ça veut dire qu'on est meilleur que les autres. Bon, ce qui historiquement peut effectivement être débattu. Alors, donc voilà, les Allemands ont tendance à dire que les Allemands sont plus proches du type indo-européen originel, les Slaves, pareil, même les Albanais. Et donc, évidemment, il y a l'idée du type humain de ces Indo-Européens. Comment étaient-ils physiquement? C'est là que les savants germano-scandinaves vont énormément valoriser le type ethnique dit nordique, c'est-à-dire les yeux bleus, les cheveux blonds, la peau blanche, une taille élancée et un crâne dolichocéphale. Ces caractéristiques correspondent en réalité aux statuaires des statues grecques antiques. Et c'est en fait défini par rapport à cela. Or, le statuaire des Grecs, évidemment, représentant les divinités, les héros, est une représentation symbolique. Or, le fait est que la couleur blonde des cheveux, la couleur bleue des yeux, tout ça, ça fait référence au ciel, et les dieux sont justement les célestes, ceux du ciel de jour, les descendants de Dieu, Zeus Pater, et donc, c'est pas incohérent que des dieux associés à la lumière portent des caractéristiques justement symboliques, fassent référence à la lumière. Bon. Le fait que ce type humain se retrouve dans l'Europe du Nord n'implique pas nécessairement quoi que ce soit. C'est une question symbolique. Mais c'est pour ça que, notamment, les savants scandinaves et allemands, et les savants anglo-saxons, vont considérablement valoriser ce type dit nordique, que ce soit chez Madison Grant, Stoddart Loppard et d'autres, aux États-Unis, etc., ou que ce soit, bien sûr, en Allemagne. En réalité, rien ne le prouve, mais par exemple, le savant Vacher de la Pouge en France va valoriser cette explication en disant que les Français qui ont ce type-là seraient la couche supérieure de la société et que l'Européen, on va dire, alpin ou méditerranéen serait en dessous. Bon, valorisation de la noblesse française, etc. Tout ça est totalement artificiel. Donc voilà, ça amène énormément de savants à utiliser le terme d'arien dans tous les sens, que le Danois Christian Lassen, par exemple, parmi tant d'autres. Et puis, alors, il y a une chose intéressante à rappeler, qu'il y a beaucoup de savants européens d'origine israélite qui s'intéressent aux faits indo-européens, comme Sylvain Lévy, grand indianiste français,
qui d'ailleurs valorise les Indo-Européens comme presque un peuple supérieur. On peut citer le livre de l'origine des Aryens de Solomon Reinach, par exemple, là aussi un savant français d'origine juive. Et on peut penser aussi à Émile Benveniste, qui était le grand linguiste des questions européennes, ami et formateur de Georges Dumézil. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça qui montrent que les choses ne sont pas manichéennes. Dans le cas allemand, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'un certain nombre de savants politiquement nationalistes vont exploiter ce filon politique, idéologique, et ça va bien entendu inspirer les doctrinaires du national-socialisme allemand, qui ne sont pas des gens spécialistes du tout du sujet et qui vont l'exploiter de manière arbitraire, tout en étant absolument incohérents sur ce sujet, puisque la plupart des dirigeants de ce parti ne sont justement pas de ce type humain-là. Bien. Mais ça peut justifier n'importe quelle thèse de domination des Allemands sur le reste de l'Europe, de manière tout à fait arbitraire. Donc le terme arien veut dire indo-européen. Au XIXe siècle, il ne pose pas de problème. En revanche, au XXe siècle, il va poser problème par justement cette exploitation du terme par l'Allemagne hitlérienne et par d'autres régimes de même nature, en Hongrie et ailleurs. Le terme d'arien finit par signifier nordique, ce qui n'est pas du tout son sens véritable, ou simplement européen qui ne serait pas juif. La judaïté est une question de religion, ce n'est pas une question ethno-raciale, et effectivement, le fait que les ancêtres des Judéens soient venus du Proche-Orient est un fait, mais comme pour les Arabes, et on n'a pas remarqué que le régime hitlérien était très hostile aux Arabes d'ailleurs, ni aux Iraniens, qui peuvent eux se réclamer de l'héritage européen, etc. Donc c'est totalement arbitraire. Et donc ça va donner des mots comme le mot arianisation, c'est-à-dire tout simplement le fait de prendre des biens appartenant à des Européens de confession juive pour les donner au collectif, en allemand Arisierung. Le mot arieur en allemand, qui veut dire donc arien, l'adjectif arisch, deviennent des mots, comment dire, qui sonnent mal à l'oreille, on va dire, et qui font que très rapidement ces termes, après 1945, vont être abandonnés. Notons que le terme, par exemple, dans les années 20, peut être employé par un savant marxiste comme l'Australien Ver Gordonshide, qui n'a pas eu de problème à appeler son livre The Aryans, et qu'il y a un certain nombre de savants, encore au XXe siècle, post-45, qui vont utiliser le terme. Par exemple, Colin Renfrew, spécialiste des Indo-Européens, qui lui les voit comme d'origine anatolienne, thèse minoritaire, n'hésite pas à utiliser ce terme. Dumézil, en revanche, dans ses études méthodologiques, s'y refuse. Il ne citera le terme qu'une seule fois, en disant que bien sûr, on lui fait un procès moral parce qu'il défend, entre guillemets, nos ancêtres les Ariens. Bon. Alors qu'évidemment, il n'utilisait pas ce terme. Mais il comprend bien que si ces ouvrages sont attaqués par des idéologues de gauche, c'est parce qu'ils s'intéressent à ce sujet indo-européen, qui sera également le sujet d'étude majeur de tout ce qu'on appelait la nouvelle droite. Il suffit de se souvenir du numéro 72-73 de Nouvelle École, consacré justement à Georges Dumézil. Il y en a d'ailleurs deux autres numéros, en 1997, un numéro sur les Indo-Européens, avec beaucoup de contributions de Jean Audry, et puis un plus récemment sur la paléogénétique des Indo-Européens, donc sur les thèses d'origine génétique et autres de nos ancêtres. Voilà un petit peu. Donc le terme indo-européen après 1945 est devenu le terme totalement dominant. Le terme indo-germanique a été largement abandonné, même si on peut le retrouver chez certains scientifiques allemands. Et le mot arien, évidemment, est banni, tabouisé totalement. Alors, je ne dis pas qu'on est sanctionné si on l'utilise dans son sens véritable d'indo-européen. Alors, quand on pose la question, par exemple, le logiciel Grok, l'intelligence artificielle de X, avec Twitter, il est très objectif. Je lui demande, je lui ai posé ces questions-là, il me dit, voilà, effectivement, arien et indo-européen sont synonymes, mais pour des raisons d'image, etc., à cause de la Seconde Guerre mondiale, le second terme est mal vu et donc il est pas très souvent utilisé parce qu'effectivement, après il faut se justifier pourquoi vous utilisez ce terme, etc. Donc les savants indo-européanistes ont choisi de parler d'indo-européens et de réserver le terme de arien aux indo-iraniens uniquement. Et eux n'ont pas d'état d'âme à l'utiliser. Alors évidemment, la thèse de l'auto-ethnonyme, donc du nom de nos ancêtres se donner, est-ce que c'est Arios? Donc les savants ont commencé à expliquer que non, par exemple, le mot irlandais aire, qui désigne un homme libre, n'a rien à voir, etc. Bon, ça peut se discuter sur un plan linguistique, ça dépasse mes compétences d'ailleurs pour ce domaine, sauf qu'il y a une petite figure divine, qui n'est pas un dieu très important, mais qui a un nom particulier qu'on retrouve en Inde et en Iran. Ce dieu s'appelle Aryaman. Aryaman, ça veut dire que c'est celui qui représente le caractère des Aryens.
Et il s'appelle Ahriaman en vieux perse, qui donne l'iranien moderne Herman, qui correspond plus ou moins à une sorte de dieu de l'hospitalité. Donc, Ahriaman Herman, il est bien identifié dans le monde indo-iranien. S'il restait dans le monde indo-iranien, on se dirait, pas de problème, ça confirme la thèse dominante, le mot arien doit être réservé aux indo-iraniens. Or, on s'est rendu compte que ça dépassait le monde indo-iranien. On retrouve l'équivalent de ce dieu en gaélique irlandais, Eremon, mais aussi en vieux germanique, Irminaz, qui dans son verbe Yormun, eh bien, ça serait le même. Moralité, on le trouve des deux côtés. Donc, à la fois, c'est des Celtes et des Germains, et chez les Indo-Iraniens. S'il est de côté, ça veut dire qu'on reconstitue un dieu indo-européen ariomène, et il n'y a pas de raison de penser que si l'Ariaman défend les Arias, l'Ariomène défend les Arios, vous voyez. Et ça confirme totalement l'hypothèse de départ sur le fait que nos ancêtres s'appelaient Arios. Et Libedinsky, dans son livre sur les Indo-Européens qui est sorti il y a quelques années, n'exclut absolument pas cela, il reste prudent, mais ne l'exclut pas. Même Bernard Sergent, qui est beaucoup plus prudent et beaucoup moins de droite, on va dire, n'exclut pas l'hypothèse, mais il reste extrêmement prudent. Moi, je n'ai pas leur prudence, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut se mouiller. Donc, voilà un petit peu cet historique. Donc, bien sûr, le mot arien veut dire strictement indo-européen, ça concerne donc la plupart des Européens, et aussi les Indo-Iraniens. Après, il reste à débattre, savoir lesquels sont les plus authentiques, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Le mot n'est pas synonyme d'européen. Il y a des Européens qui sont ariens, c'est la grande majorité d'entre eux, et puis il y a des ariens qui ne sont pas européens, et puis il y a des Européens qui ne sont pas ariens, qui sont donc les Européens qui ne sont pas ariens. Ce n'est pas une question de confession, c'est là qu'on voit que la thèse d'Asie ne tient pas. Ne sont pas ariens en Europe, tout simplement les Basques, les Géorgiens, les peuples globalement du Caucase du Nord-Est, à l'exception des Ossètes, les finno-ougriens, c'est-à-dire finlandais, estoniens, hongrois, et puis quelques petits peuples finno-ougriens de l'espace de la Russie d'Europe. Les autres sont tous ariens, à savoir les Celtes, c'est-à-dire globalement ceux qui parlent le gallois, le gaélique, le breton, etc. Donc on va dire simplement les Celtes, les Germains, ou germano-scandinaves, donc allemands, néerlandais, anglo-saxons, suédois, etc. Les latins, c'est-à-dire les italiens au sens strict, et puis espagnols, portugais, français, roumains, etc. Ça reste une notion linguistique, et ça reste la trace de la romanisation antique. Les Grecs, les Albanais, les Arméniens, les Slaves, les Baltes, c'est-à-dire essentiellement les Lettons et les Lituaniens, et les anciens Prussiens, les Ossètes et Tates dans le Caucase aussi, en plus, et puis des langues qui ont disparu mais qui étaient parlées dans l'Antiquité, comme les langues illyriennes, les pannoniennes, et toutes sortes de langues qu'on a perdues par absence de sources documentaires. Donc on a parfois quelques mots, par exemple le phrygien, par exemple le dace, par exemple le thrace, le messapien, etc. On sait que ce sont des langues indo-européennes, on a suffisamment de vocabulaire pour s'en rendre compte, mais ce sont des langues qui sont largement perdues, et surtout qu'elles n'ont pas d'héritage contemporain, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus parlées, et elles n'ont plus d'héritiers parlés aujourd'hui. Sont indo-européennes, les langues de l'Iran, et les langues de l'Inde du Nord, dites langues indo-ariennes. Voilà exactement le sens précis. On peut parler de religion arienne pour désigner les polythéismes européens issus des Indo-Européens, donc ça élimine les polythéismes finnois, hongrois, etc., mais ça garde toutes les traditions comme la rodnovierie slave, donc la foi native slave, la foi native celtique, le druidisme, donc pour simplifier, la foi native germanique, c'est-à-dire Asatru, la foi dans les dieux d'Asgard, etc. Et la religio romana, la religion romaine, par nature, évidemment héritière aussi des Indo-Européens. Donc voilà pourquoi ce terme est parfaitement utilisable dans son sens véritable, qui était celui du XIXe siècle, et celui des savants avant 1945, sauf évidemment dans des doctrinaires fascistes qui, eux, ont fait un usage, ou un mésusage plutôt, parfaitement infondé. Le mot aurait dû rassembler les Européens et est un mot de division. On se rend compte tout à fait, par exemple, dans les persécutions dont étaient victimes les Tziganes, qui étaient héritiers des Indo-Ariens, donc avec une langue indo-européenne. On peut aussi citer le cas des Slaves, qui sont parfaitement indo-européens, là aussi, et dont toute une mythologie germanique ou allemande a nié ce caractère européen contre tout bon sens, contre toutes les réalités objectives, ethniques, linguistiques et culturelles. Alors, ces Indo-Européens, on pourrait en parler longuement, on pourrait parler de leurs prêtres, par exemple, parce qu'effectivement, il y avait des prêtres. Alors, ces prêtres, on les appelle des brahmanes en Inde.
on les appelle des Flamines à Rome, on les appelle des Godards chez les peuples germaniques, des Volrui chez les Slaves, et des Druides, bien sûr, des Draulfeux, par exemple dans le gaélique. Voilà, donc ce sont des prêtres, et généralement le nom de prêtre va, avec le christianisme et l'islam, changer de sens. Il y a aussi le magus, le mage iranien, qui est le prêtre du feu. Donc le terme de mage a fini par signifier magicien, les rois mages, qui n'ont rien à voir avec donc, les prêtres zoroastriens. Le terme de brahman reste assez éloigné des Européens, les termes des prêtres de Rome aussi, ou de Grèce, hein. Le prêtre grec c'est un hiérus, mais ce n'est pas un corps sacerdotal. Il n'y a pas de caste des prêtres chez les Grecs, c'est une fonction politique. Le Godi, donc, est le prêtre germano-scandinave, Godard au pluriel. Le Wolf, donc, est le prêtre slave, et ça signifie aussi mage ou devin ou magicien. C'est-à-dire concrètement, pour résumer, le prêtre païen est assimilé par les chrétiens à un magicien, à un sorcier, une façon de salir son savoir, une façon de le mettre dans le camp du mal. C'est-à-dire que les anciens prêtres sont considérés comme adeptes de Satan, donc doivent être punis, persécutés. Alors qu'en réalité, ils ne font qu'honorer les anciens dieux, comme cela leur a été transmis, évidemment. Donc, concrètement, pour résumer, le terme arien doit être utilisé dans son sens véritable de strict synonyme d'indo-européen. La base linguistique sur laquelle il a été mis en avant dès le Xe siècle est fondée par cette comparaison du dieu Ariaman et de ses équivalents en Europe, qui démontre que le terme Arios désignait bien l'ensemble des Indo-Européens et pas simplement les Indo-Iraniens. Donc l'argument linguistique qui servait à justifier une tabouisation post-nazie est évidemment faux. On comprend que c'était un terme délicat, mais ce n'est pas parce qu'un terme est mal employé par certains qu'on n'a pas le droit de bien l'employer. Le problème, c'est qu'évidemment, symboliquement, c'est catastrophique parce que toute notre société post-45 est omnubilée, en commençant par l'Allemagne, par ces 12 années d'histoire allemande, 1933-1945. On sait que le swastika comme symbole a une ancienneté bien supérieure à l'utilisation nazie, qu'on retrouve en Inde et ailleurs, c'est la roue de Mitra, il y a plein d'autres termes, marteau de Thor, par exemple, c'est scandinave, hein, c'est Forcehammer, que ça se traduit comme ça, mais ça a été utilisé par le régime hitlérien. Donc, on ne touche plus. Mais les nationalistes indiens et les prêtres hindous l'utilisent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est autorisé en Allemagne, uniquement dans un sens religieux, parce qu'il y a eu la communauté hindoue qui l'a obtenu. Le gouvernement suédois envisageait d'interdire les runes, ce qui est débile, et heureusement c'est tombé à l'eau, mais on est à ce niveau-là. Donc tout ce qui a été touché et souillé par le nazisme devient tabou. Le mot arien, le swastika, le salut solaire traditionnel européen, etc. Tout ça n'est plus utilisable parce que, attention, si vous l'utilisez, ça veut dire que vous faites de la réhabilitation, ou tentative de réhabilitation d'une idéologie totalitaire. Mais donc, simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est sanctionné par la loi. Un certain nombre d'expressions, un certain nombre de vocables, un certain nombre de gestes sont sanctionnés en France, en Allemagne, désormais en Suisse récemment, alors que l'utilisation de symboles communistes, l'utilisation de gestes communistes, le point tendu, etc., sont autorisés. Pourtant, le bilan du communisme, et notamment le bilan soviétique et maoïste, est très défavorable. On parle de dizaines et de dizaines de millions de morts. Pourtant, on a le droit de se balader en t-shirt SSSR avec un fossile partout dans les rues de Paris. En Pologne ou en Lituanie, c'est moins sûr. Hein, bon. Mais en tout cas, voilà pourquoi les symboles du communisme ne sont pas sanctionnés. On sait très bien que c'est parce que le travail de mémoire sur le communisme n'a pas abouti à un vrai procès moral, en tout cas, du communisme. En tout cas, on est dans ce contexte-là, et effectivement, c'est tout de même intéressant d'en être conscient. Donc, faut-il réhabiliter ce terme? Si on a les moyens de le faire, oui, mais toujours en étant très prudent et toujours en rappelant qu'on utilise dans son vrai sens et systématiquement par sécurité, en signifiant bien qu'on rejette, bien entendu, le mésusage utilisé entre 33 et 45, qui n'était absolument pas fondé scientifiquement et qui était faux. Mais on est obligé de ruser comme ça en permanence. On pourrait dire, non, voilà, scientifiquement, Arios égale à l'européen, point. Oui, mais c'est pas comme ça que ça va. Malheureusement, on n'est pas, au pouvoir pour réhabiliter certains termes. Donc, ce n'est pas un combat essentiel. Le combat essentiel, c'est pour que l'Europe reste européenne. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'on est dans une société européenne où on tabouise des notions de manière abusive, où on nie des évidences scientifiques et historiques,
où on manipule l'information de peur que cette information, parce que les mêmes vrais pourraient porter préjudice ou vivre ensemble, c'est très grave. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le parti du réel, et puis il y a le parti de l'idéologie. Et c'est la gauche qui est aujourd'hui idéologique, et la droite, qui est essentiellement de gauche d'ailleurs aussi, c'est-à-dire au lieu d'être rationnel, j'ai un terme, je regarde s'il est fondé, ce terme, je vois qu'il est mal utilisé par certains, je condamne le mauvais usage, et je l'utilise de manière propre. Eh bien non. Alors, dans les dictionnaires anglais ou allemands, par exemple, que j'ai pu me procurer, on voit bien la différence. En anglais, parfois, le mot est bien traduit et ils font bien la distinction. Par exemple, certains dictionnaires anglais vont dire premier sens indo-européen, deuxième sens nordique, troisième sens européen non juif. Le premier terme est bon. Après, le dictionnaire allemand va vous dire attention, en Allemagne, c'est un terme qui. Gna, 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 gna. Voilà. Mais pas des dictionnaires les plus anciens. Voilà, si on prend un dictionnaire allemand comme le Duden, qui est une référence, donc on va prendre par exemple l'édition de 1986, non pas les plus récentes, parce que le politiquement correct est de plus en plus fort dans les dictionnaires. Alors ça, c'est intéressant d'ailleurs. C'est presque un travail qu'on pourrait faire, c'est l'évolution des dictionnaires. On sait que les dictionnaires Larousse et autres ont évolué considérablement en un siècle. C'est intéressant de voir comment les dictionnaires évoluent, parce qu'ils fixent la langue, ils deviennent des références. Par exemple aussi, lorsqu'on a vu que des mots ont été tabouisés dans les fédérations, dans les concours internationaux de Scrabble. Vous savez, le Scrabble, donc ce jeu de lettres, hein, on constitue des mots, on gagne des points grâce à ça. Il y a un certain nombre de mots considérés comme diffamatoires ou discriminatoires, autres, ont désormais été retirés de l'utilisation du Scrabble. Évidemment, si vous faites du Scrabble en famille ou avec vos amis, vous faites ce que vous voulez. Mais dans les concours de Scrabble, il y a des gens qui sont inscrits dans des clubs de Scrabble, vous avez une consigne que certains mots n'ont plus le droit d'être employés parce qu'ils sont discriminatoires. On a bien changé le nom de quelques plantes et fleurs parce qu'elles portaient des noms qui pourraient être considérés par certaines minorités comme discriminatoires. Même chose avec, par exemple, des gâteaux au chocolat et autres. Alors, si je prends mon dictionnaire allemand, là, Arier, que me dit-il? Der Arier s'inscrit aria, noble. Alors, là, ils sont très politiquement corrects. Ils disent globalement que ça concerne les peuples originels qui parlent des langues indo-européennes en Inde et en Iran. Donc, ils restreignent effectivement à ça. De deuxième sens, il y a une petite parenthèse NS, donc qui appartient à la prétendue race nordique, ou Nicht-Jude, ce qui veut dire non-juif. Vous voyez que le vrai mot, le vrai sens, n'existe pas. Alors que dans un dictionnaire anglais, par exemple, Webster, qui date des années 2010 et quelques, là, qui est Essential Desk Reference, la référence essentielle du bureau, quand je cherche Aryan, donc le mot anglais, que me dit le dictionnaire? Il me dit, je cite, un Indo-European, de Nordique. Donc là, très bon. Webster, c'est la Merriam-Webster qui date que je vous dise, de 2022, oui, assez récent. Eh bien, il met bien le bon premier sens, comme au 19e siècle, sans se poser de questions. Donc ça, c'est un point très positif. Voyons voir avec un autre dictionnaire anglais. Alors, c'est son dictionnaire 100% anglais, il n'y a pas de traduction française dedans, c'est un dictionnaire utilisable par des étudiants américains ou anglais et par des étudiants à l'aise en anglais en France. Donc, Aaron, pareil. Là, tout de suite, c'est le sens 1, nazi, qui part. In Nazi ideology, a non-Jewish person of the Nordic type. Donc, une personne, donc concrètement, une personne non juive de type nordique. Donc, c'est-à-dire exactement le mauvais usage. En présent, sinon, de a person supposedly descended from the Indo-Europeans. Une personne supposément descendante des Indo-Européens. Le sens 2 est le bon, mais il est mis en 2. Dans l'autre dictionnaire, il est mis en 1. Du sanskrit Arya, of noble birth, de noble naissance. Voilà comment, finalement, dans les dictionnaires anglo-américains, on est plus propre que dans les dictionnaires allemands ou français. On ose quand même rappeler le vrai sens. Parfois, ils vont dire que l'usage du mot arien comme synonyme européen dans le dictionnaire anglais est obsolète ou vieilli, etc. Mais en français, c'est beaucoup moins honnête. Alors, ça dépend quoi, évidemment. Si vous prenez, par exemple, le dictionnaire de la langue française, le trésor de la langue française, donc c'est le site Atilf, trésor de la langue française, si on va chercher dedans, dans ce dictionnaire en ligne, le TLFI, le mot arien, je cherche, voilà, je me mets dedans, attendez. Donc, je cherche, ah oui, je ne les trouve pas.
pourquoi il ne m'ouvre pas le truc que je lui demandais? Alors, il y a le TLFI, dictionnaire, c'est ça, pourtant, entrer dans le TLFI. Utiliser les termes définis, non, je ne veux pas, donc faire recherche. Et ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas parce que je ne suis pas à l'aise sur les téléphones. D'habitude, ah oui, c'est là, parce que je ne voyais pas. Voilà. Donc, je vais taper Arien dans ce dictionnaire-là et valider. On va voir ce que ça me donne comme définition. Donc, je l'ai, bien sûr. Voilà ce que donne. C'est un dictionnaire un peu archaïque. Hein, le Trésor de la langue française, c'est vieux, c'est pas du tout un dictionnaire récent. Qui a rapport aux Arias, peuple très ancien, nomades et pasteurs, que l'on croit être venus de l'Iran en Europe vers 2000 avant Jésus-Christ. Donc, déjà, une définition très ancienne, complètement has-been. Qui a rapport au peuple considéré comme descendant des Ariens, race triburienne, synonyme indo-européen. Une citation, par exemple, d'un Français, Lemaître, en 1885, qui dit cette phrase: « Ainsi, pour les vrais néo-grecs, le christianisme est l'ennemi et l'étranger. L'hellénisme était le tranquille développement de l'esprit de la race aryenne. Le christianisme, ça a été la perversion de ce génie lumineux par le sombre génie des Sémites. » Vous voyez que là, on a une définition un petit peu différente. En particulier dans les doctrines racistes allemandes, qui rapportent aux populations blanches d'Europe, nordique, germanique. Mais vous voyez que le dictionnaire en question est quand même assez honnête. Après, en linguistique, définition A, qui appartient au groupe indo-iranien des langues indo-européennes. B, synonyme vieilli de indo-européen. Donc là, il donne bien la définition. Autre synonyme vieilli, indo-germanique et japhétique. On rencontre l'adjectif ariaque, du sanskrit ariaka, chez, par exemple, Le Normand, dans son manuel d'histoire ancienne de 1878. Langue ariaque, par exemple, attestée également chez Mallarmé. Alors, il y a parfois des confusions avec le mot arien avec un i. Donc ça, c'est en fait un groupe religieux chrétien, l'arianisme avec un i, c'est Arius, qui était un prêtre de l'Antiquité du IVe siècle, qui a notamment converti les peuples germaniques au christianisme sous cette forme-là. Donc c'est un christianisme qui ne croit pas à la Trinité. Il n'y a pas l'idée le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui forment une Trinité qui est en même temps trois en un. Non. Pour les chrétiens ariens, avec un i, le Fils et le Père ne sont pas de même nature. Donc il y a eu des querelles pendant longtemps au IVe siècle sur ça. Alors parfois, certains dictionnaires dans certaines langues ne font pas la distinction entre les deux mots, et c'est le contexte qui permet de comprendre s'ils parlent du mot arien comme indo-européen ou s'ils parlent de ce courant du christianisme. Parfois, d'ailleurs, le mot arien est écrit avec un i dans un certain nombre de langues. Alors c'est typiquement, par exemple, le cas en géorgien. Chercher le mot Ari ou Arieli, ça veut dire rien, mais ça peut vouloir aussi parler sous courant religieux. Bon, le terme est quand même très peu utilisé. Alors, vous avez évidemment le mot arien dans toutes les langues d'Europe. Alors, les Arméniens, par exemple, utilisent beaucoup ce terme et eux n'ont pas d'état d'âme à l'utiliser dans son sens indo-européen. Il n'y a pas d'utilisation, entre guillemets, nazie du terme chez les Arméniens, parce que les Arméniens ont fait partie de l'Union soviétique, etc. Ils n'ont pas été concernés au premier plan. Donc, ça donne quoi? Ça donne, par exemple, dans des langues comme l'irlandais, le gaélique, c'est Airianach. Même chose en gaélique écossais. C'est Ariad, pluriel Ariaid, en gallois. Ça donne le mot Ariane avec un i, pluriel Arianed, en breton. Donc ça, c'est dans les langues celtiques. Dans les langues latines, l'italien Ariano, l'espagnol Ario, portugais Ariano, roumain Ariane, français Arien. Dans les langues latines, c'est un i, sauf en français. L'anglais, c'est Aryan. En allemand, dans les langues germaniques, c'est Arier. En néerlandais, allemand et dans les langues scandinaves. Sauf en islandais, où c'est Ari, le pluriel étant Ariar, et le pluriel complet qui veut dire les liens, c'est Ariarnir. Les grammaires, c'est quand même pas facile. Dans les langues slaves, on est plutôt sur les formes Ariets et autres, donc Arichik en polonais, Ariets en russe et en bulgare, Ariats en serbo-croate, Ariets en tchèque et slovaque, également en slovène. Donc voilà à peu près comment ça se passe dans la langue slave. Le grec a Arios, avec un iota, il n'y a pas de, on ne peut pas mettre un équivalent d'un upsilon, donc d'un y. Arios, donc ça veut dire le terme clairement en grec. En albanais, c'est Ariane, le pluriel, et Arianeut. Donc Ariatsi, prononciation correcte en arménien, Arieli en géorgien. Je ne sais pas comment ça se dit en tchétchène et ingouche, il ne faut pas exagérer. En iranien moderne, Aria. En hindi, Aria. Voilà, bon, ça c'est pas très compliqué.
Dans les langues baltiques, c'est Arias, donc en lituanien, et Arietis en letton, oui, c'est assez différent pour deux peuples très proches quand même. Chez les Finlandais, qui ne sont pas des Indo-Européens, c'est Arjalainen. Chez les Hongrois, Aria, pluriel Ariak. Donc on est hors du monde indo-européen dans ce cas-là. Arjalane en estonien, qui est très proche donc, du finlandais, vous voyez, ça se ressemble beaucoup. Voilà pour les langues comme l'estonien. Je vais essayer de mémoire, évidemment. Alors, il peut arriver que j'oublie des pays. Hein. En basque, par exemple, ça va être Ariane aussi. Ils ne sont pas beaucoup pris la tête pour chercher à le transposer. Donc, on le retrouve évidemment dans toutes les langues européennes. Mais c'est dans les dictionnaires, parfois, c'est tabouisé. Il faut avoir des dictionnaires assez complets pour trouver le mot. Si vous achetez un dictionnaire de, je sais pas, 50 000 mots, souvent dans différentes langues d'Europe, bah, vous ne l'aurez pas dedans. Je sais, j'ai essayé. Par exemple, un dictionnaire islandais, il faut vraiment un dictionnaire costaud pour le trouver. C'est très compliqué pour le faire. J'ai un dictionnaire islandais anglais là, que j'ai réussi à trouver en occasion assez énorme, assez exceptionnel. Donc j'ai réussi à trouver ce terme. J'ai mis l'ensemble de ces termes-là avec la police de caractère adaptée dans mon ouvrage sur les fascismes à l'époque, dans une des notes, dans une des, comment dire, on va dire pas des notes, mais on va dire des annexes quoi. Voilà. Mais donc c'est pour ça que je connais par cœur évidemment ces termes. Mais effectivement, l'usage en Europe occidentale notamment et en Europe centrale dans une moindre mesure est très délicat parce qu'à chaque fois, il va falloir vous justifier pourquoi vous utilisez ce terme et toujours expliquer mais non, je ne l'utilise pas du tout dans le sens qui a été dévoyé. Oui, mais vous perdez beaucoup de temps à expliquer ça. Et donc après, l'adversaire peut manipuler et vous dire regardez, ça prouve une allégeance à cette idéologie. Non, ça prouve une allégeance à la science et la volonté que les termes soient bien employés, qu'un terme qui est correct ne soit pas interdit sous prétexte que des imbéciles l'ont utilisé de manière détournée. Voilà. Après, il ne faut pas tomber dans le purisme et linguistique non plus, et dans le puritanisme linguistique, je dirais même. Mais voilà. C'est parce que le problème, pourquoi c'est important de se poser la question? Parce que c'est la démonstration par excellence qu'on vit dans la mémoire de 39-45 tout le temps, et que ce n'est pas normal au bout de 80 ans qu'on continue avec ça, alors que l'Europe est menacée sur plein des plans, et en commençant par le plan migratoire, et qu'on a autre chose à faire que de vouloir absolument montrer à quel point nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 80 ans. C'est dangereux parce que c'est une forme de repentance obsessionnelle qui nous détruit, qui détruit nos vigilances, qui détruit nos bons réflexes et qui nous nie en tant que peuple, en tant qu'identité européenne. Si nous n'avons pas le droit de nous réclamer de nos ancêtres les Ariens, même si on les appelle nos ancêtres les Indo-Européens, eh bien, ça veut dire qu'on nous nie en tant qu'identité. Les Bantous n'ont pas de souci à réclamer leur bantouité. Pourquoi les Européens devraient nier leurs racines authentiques, alors que, par exemple, les Iraniens et les Indiens n'ont aucun problème pour les revendiquer, sans avoir à se justifier. La seule raison, c'est qu'évidemment, ce sont des peuples dont l'Occident se moque en réalité. Parce que, en fait, l'Occident a un problème vis-à-vis de lui-même. Ça fait partie de la maladie de l'Europe, qui est de vouloir donner des leçons au monde entier. On se fustige nous-mêmes et on voudrait reprocher aux autres, attention, de ne pas suivre notre exemple. En termes clairs, il faudrait que l'Inde se fustige, etc. Mais en Inde, en Chine, au Japon, ailleurs, le rapport à l'histoire n'est pas le même qu'en Europe. Ça tient sans doute à la différence de religion. Le fait est que le christianisme est une religion qui favorise, en tout cas encourage ou désarme par rapport à une repentance excessive, ce qu'on appellera une hypermnésie, c'est-à-dire une mémoire, comment dire, pesante, trop pesante. Le passé qui ne veut pas passer, mais qui ne veut pas passer parce que certains ont intérêt à ce qu'il ne passe pas. Moi, je pense qu'il faut passer au-delà. Peut-être que l'évolution de ce qui se passe en Europe, en Israël et ailleurs va permettre d'évoluer sur ces notions-là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est compliqué de faire évoluer les cerveaux par rapport à tout ça. Surtout qu'il y a quand même toujours, malgré tout, le mésusage hitlérien dans les milieux d'extrême droite. Par exemple, un groupuscule comme aux États-Unis, Aryan Nations ou des choses comme ça, utiliser ce terme. Donc le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui continuent d'utiliser dans un sens dévoyé. Alors, ils ne pèsent pas beaucoup dans le débat, on ne les voit pas vraiment présents, mais ce n'est pas intelligent, justement. Il faut vraiment s'obliger à utiliser ce terme dans son sens véritable, strict synonyme d'indo-européen, et insister dans ce sens-là. Je ne dis pas de le faire tous les jours, je ne dis pas de le faire de manière maladroite. Je dis simplement c'est qu'on n'a pas à se désapproprier des notions véritables parce qu'il y a des imbéciles
qui en ont fait n'importe quoi. Voilà. Vous voyez que les dictionnaires anglais, anglo-saxons, sont beaucoup plus propres. Pourquoi aussi? Parce que les anglo-saxons font partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, au même titre que les Russes. Le fait que les Américains et les Anglais fassent partie des vainqueurs fait qu'ils ont moins de cas de conscience, même si évidemment la tabouisation de ce terme est quand même faite. Mais en France, il y a le problème de Vichy, parce que la France a fait partie des pays vainqueurs par la stratégie du général de Gaulle, mais ensuite, à partir des années 70 et 80, la France est devenue un pays qui, certes, avait fait partie des vainqueurs, mais aussi avait fait partie des complices de l'ennemi. On connaît cela avec les textes de Paxton, qui sont des thèses objectives. C'est-à-dire que Paxton a démontré clairement que le régime de Vichy est allé au-devant des demandes allemandes et n'a pas attendu que l'Allemagne les saisisse. Donc il y a indiscutablement une thèse exacte. Paxton l'a peut-être généralisée, et je sais que Zemmour est très hostile à Paxton, mais je pense que Paxton reste un vrai historien. Après, on utilise ces thèses comme on veut, mais je trouve que c'est un peu dangereux de taper sur des historiens sous prétexte que la thèse qu'ils défendent ne plaît pas, dans un sens ou dans l'autre. Et dans le cas de Paxton, c'est quand même largement sourcé. Voilà, en tant qu'historien de formation, en tout cas, que je suis, je voulais préciser cela. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce terme-là. Après, on pourra échanger sur cette notion et sur d'autres termes qui vous apparaissent importants. Et regardez la tabouisation du mot race, par exemple, qui évidemment est un terme très polémique, très complexe à utiliser, qui est un mauvais synonyme d'ailleurs des vrais termes, puisqu'en fait, il y a toutes les questions comme variété, sous-espèce, etc. Et quand on rentre dans ces définitions-là, après, c'est très compliqué. Mais vous voyez à quel point ce mot, comment dire, a été attaqué, alors que par exemple, un Claude Lévi-Strauss n'avait aucun problème à l'utiliser. On voit vraiment cette tabouisation des mots. Alors, je ne parlerai même pas du N-word, qui est absolument honni dans le monde anglo-saxon, qui est maintenant de plus en plus interdit en français. Tu peux utiliser ce terme en France, sauf comme synonyme de quelqu'un qui écrit un livre à la place de quelqu'un d'autre. Vous êtes accablé, évidemment. L'équivalent allemand, même tarif. Voilà. Et c'est même vrai en russe. Voilà. Mais c'est pas vrai en grec, parce qu'en grec, ils disent arapis, qui en fait veut dire, vient du mot arabe d'ailleurs, et qui est en turc arabe, donc en Turquie, ils ont des termes péjoratifs et ils les utilisent. Mais en Europe, surtout pas, bien sûr, y compris le terme russe, qui vient du terme français d'ailleurs, bien entendu. Voilà, ça c'est évidemment oni. Alors en latin, je ne sais pas, en italien, je ne sais pas si c'est interdit vraiment. Ça vient du latin Niger, voilà, nigris en génitif. Bon, mais vous voyez, la tabuisation des mots, et ça, c'est typique des systèmes totalitaires. Dans tous les romans d'anticipation comme Orwell, etc., comme dans les régimes totalitaires avérés, il y a une manipulation du vocabulaire, une manipulation de la langue. Dans le cas hitlérien, ça a été démontré par ce fameux livre qui s'appelle La langue du Troisième Reich, Lingua Tertii Imperii, qui a été écrit par un Allemand de confession juive, qui a analysé les vocabulaires qu'il a pu constater entre 1933 et 1945 et qui a réussi à survivre, lui, aux persécutions parce qu'il était marié avec une Allemande, etc. Et donc, ce livre est très intéressant. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais c'est vraiment LTI, c'est le concept de LTI. Voilà. Si vous cherchez LTI sur Internet, LTI, vous faites rapport avec l'Allemagne. On vous donne le nom tout de suite de cette heure, mais j'ai un coup de mémoire à cette heure, qui fait que je n'arrive plus à le citer. J'avais lu ce livre d'ailleurs il y a quelques années et c'est très intéressant. Par exemple, l'utilisation du prénom suédois en Allemagne. Alors, ce qui est intéressant, c'était dans l'Allemagne hitlérienne, l'utilisation pour les nouveau-nés de prénoms suédois était assez répandue. Et chose étonnante, ça a continué après 1945. Vous avez beaucoup de parents allemands qui donnent des prénoms scandinaves à leurs enfants, norvégiens, danois ou suédois. C'est très courant. Par exemple, le mari allemand de ma cousine a comme prénom Torsten, ce qui veut dire la pierre de Thor ou le marteau de Thor, alors qu'on aurait dû l'appeler Donnerstein, si on respectait la langue allemande. Mais Donnerstein n'est pas un prénom. Torsten, c'est un prénom. Donc vous avez des prénoms comme ça, scandinaves. Il y a quand même une aspiration germanique, historique, viking, entre guillemets, et proto-germanique en Allemagne qui existe, comme en France. Il y a quand même une recherche des origines. Mais c'est masqué. Voilà. Et vous avez beaucoup de prénoms, suédois notamment, en Allemagne aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a dépassé la période 45.
Mais pourtant, l'Allemagne se reproche en permanence son passé. Et on a vu dans le cas de la montée de l'AfD que la presse française n'hésite pas, évidemment, systématiquement, à ramener tout aux années noires. Donc, par exemple, l'AfD fait un bon score en Thuringe, alors on vient expliquer que la NSAP, en 1933 ou 1932, fait un bon score en Thuringe, comme si ça avait un quelconque rapport. Je rappelle que l'AfD a des succès électoraux à cause de l'immigration extra-européenne qui pose problème à de plus en plus d'Allemands. Ça n'a aucun rapport avec l'Allemagne des années 20 ou 30, qui n'avait pas d'immigration. Il faut être très clair là-dessus. Le vote populiste en Europe est un vote anti-immigration non européenne. Phénomène post-45 par nature. Là aussi, il faudrait le rappeler. J'en ai terminé sur cet exposé que je vais diffuser